Bonjour Michel, Bonjour Lilian, merci de nous rejoindre sur Cryptost pour ce podcast. C'est la un grand première plaisir. fois qu'on a l'occasion de te recevoir, je crois, sur la chaîne YouTube de Cryptost. Mais c'est pas la première fois où on a fait des tables rondes ensemble. Exactement, j'allais y venir, j'allais dire que on a eu l'occasion de beaucoup discuter ensemble, notamment lors de Surfing Bitcoin. Et ça me semblait assez intéressant de poser la caméra et de se placer ensemble pour discuter justement de ces sujets face caméra. On n'a que 45 minutes, allez, une petite heure devant nous au maximum, donc on va essayer de recentrer le sujet sur, justement sur Bitcoin. Hmm. Qu'est-ce qui peut faire de Bitcoin une monnaie? Quelles sont les clés qui vont amener à Bitcoin à être une monnaie? Voilà, ça tournera autour de ces sujets-là et je pense qu'on réussira à tenir une heure sans trop de problèmes, je pense, sur ces sujets. Bon, c'est la coutume sur Cryptost avant de démarrer vraiment. Moi, je voulais savoir, toi, comment est-ce que tu as découvert Bitcoin? Comment est-ce que tu es tombé dans le rabbit hole finalement? Explique-nous un petit peu ton historique. Au début, je ne connaissais pas l'expression tomber dans le rabbit hole, Ouais. hein. Quand je suis tombé là-dedans, je ne savais pas que ça s'appelait un rabbit hole. Ça permet aussi peut-être de faire un petit aperçu de mon parcours. Donc c'était en 2010. Alors je peux vous donner le jour, la date, l'heure, le lieu. C'était à Sydney, en Australie. Donc nous étions en train d'accompagner les Big Four Banks, les plus grandes banques qui détiennent 90% des porteurs, des clients australiens, a créé un moyen de paiement national pour concurrencer Visa, American Express, PayPal, pour la souveraineté des paiements nationaux australiens. Et forcément, ils se sont inspirés, ils ont voulu s'inspirer et apprendre des retours d'expérience européennes. Parce qu'en France, en Europe, on a le SEPA, European Payment Council, on a une norme qui s'appelle le SEPA, qui permet de faire des virements, des prélèvements souverains européens. Nous avons aussi la carte bancaire CB. Donc voilà, ils ont cherché ces compétences monétiques, paiement en France et en Europe. Et donc j'avais eu cette grande chance d'être dès le départ dans cette aventure-là. On a commencé en tant que 5 personnes, on a terminé 150 consultants pour créer ce scheme avec les banques et la Banque centrale australienne. Et c'est à ces moments-là de recherche et de conception, parce qu'on voulait créer un système un peu australien, mais on le pensait mondial. On avait envie d'être ambitieux. Et c'est dans ces recherches qu'on tombe sur le papier de Satoshi Nakamoto. Je tombe sur le papier de Satoshi Nakamoto et je dis aux collègues, trop tard. Enfin, quelqu'un l'a fait autrement. Et c'était très difficile d'expliquer aux collègues que ce papier mathématique, il correspond à ces centaines et des milliers de pages de specs de comment un paiement instantané doit marcher, comment un virement, comment on change de compte bancaire facilement, comment on gère l'identité sur un compte bancaire. C'était très compliqué. En revanche, moi, le fait que j'étais cryptographe dès le départ et spécialisé dans les paiements m'a permis au moins de comprendre que ce papier, il répond à ce besoin. Enfin, il répond aux mêmes besoins que j'étais en train de travailler dessus. Et donc forcément, depuis, j'ai continué jusqu'à 2014, donc de 2010 à 2014 à apprendre et à étudier comment ça fonctionne, à étudier comment il peut s'intégrer, pour finir en 2014 avec une offre de consulting de l'adoption, alors on l'appelait de blockchain de Bitcoin, parce que c'était le mot consacré, accepté dans l'establishment. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le rabbit hole de Bitcoin. C'était dans le contexte paiement et dans le contexte souveraineté des paiements nationaux et un moyen de paiement mondial qui résout différents problèmes de paiement internationaux, de paiement direct, rapide et de liberté, d'accès aux comptes, etc. Et depuis d'ailleurs, tu as continué de travailler dans cet écosystème. Tu as lancé ta propre société Ouais. pour accompagner les entreprises dans cet écosystème. Alors oui, moi j'ai fait quasiment toute ma carrière sur le métier des paiements. Alors il y a 4 piliers. Il y a forcément un pilier ingénierie informatique, donc la conception de systèmes informatiques compliqués, internationaux, etc. Il y a aussi un pilier, on va dire, métier, c'est le métier des paiements. La carte, les guichets automatiques bancaires, les terminaux de paiement, la carte elle-même, la carte à puce, la banque centrale, la réconciliation. Donc j'ai eu cette chance dans ma carrière en 18 ans dans ce domaine de voir toute la chaîne de valeur, de travailler chez chaque échelon. Un troisième pilier, c'est le métier du consulting. C'est un métier, on va dire, d'accompagnement des grandes entreprises dans leur changement. Donc il faut accumuler beaucoup d'expertise pour aller conseiller. Ça ne s'apprend pas facilement, hein, ça prend une carrière pour s'apprendre. Et un quatrième pilier, c'est la cryptographie, la sécurité. Donc j'audite toujours, j'accompagne toujours les banques, les entreprises dans la certification, différentes certifications cyber. Il y a des normes comme NIST aux États-Unis, ISO 27001, 5. Il y a la RGPD, il y a la RTS pour les paiements dans la DSP2. Il y a plein d'acronymes, PCI DSS. Voilà, c'est un monde bien caché, on se connaît un peu tous là-dedans.
Et oui, effectivement, j'ai mon entreprise, donc j'accompagne encore les banques, les PSP, les établissements de paiement et les commerçants à sécuriser les paiements en France, en Australie ou encore en Afrique, etc. Et en parallèle, tu continues à t'intéresser à ce qui se passe sur Bitcoin. Oui, effectivement, ça m'inspire tellement que j'ai même pas eu le temps de terminer la phrase sur la partie crypto. Et donc, dans les offres d'accompagnement, Value Chain, elle accompagne dans les crypto-paiements. Donc, c'est des paiements plus augmentés avec la blockchain, Bitcoin en paiement aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les commerçants et les banques à mettre en place des solutions d'acceptation de paiement en crypto, d'acquisition de paiement en crypto, c'est des termes un peu techniques, mais aussi, par exemple, d'auditer la sécurité des exchanges crypto et leur conformité. Alors, sécurité pour éviter contre des attaques, mais aussi conformité pour éviter contre la fraude et blanchiment d'argent, financement du terrorisme, des sujets qui peuvent fâcher un peu, qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais en fait, il faut juste savoir qu'ils existent, qu'ils sont faits et qu'ils sont assez bien. Même très bien en crypto comparé à l'écosystème bancaire classique. Très bien. Bon, revenons un petit peu sur Bitcoin, le sujet du jour. La dernière fois qu'on a échangé ensemble, hors caméra du coup, bien entendu, on parlait d'un papier qui avait été publié par Nassim Taleb, et, qui nous avait un petit peu étonnés. Tous les deux, on en avait discuté. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nassim Taleb a notamment écrit le fameux Black Swan, le signe noir. Donc, bon, on va dire qu'il a une certaine reconnaissance dans comment dire, l'étude de l'état d'esprit sur les marchés financiers, etc. Et donc, il s'est un petit peu attaqué à Bitcoin. Et au-delà de qualifier Bitcoin de Ponzi, il a surtout dit, voilà, pour moi, Bitcoin tombera à zéro. La valeur de Bitcoin tombera à zéro. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Je sais que tu as une vision évidemment qui est un peu différente de la sienne, mais surtout, je trouvais intéressant ta manière d'aborder cette assertion. Pourquoi ce papier il est important? Pour deux raisons. D'abord, il vient de Nassim Taleb en soi. C'est une référence importante dans le domaine, on va dire, statistique, économique, financier. Il est assez aimé et même suivi pour ses conseils dans tout ce qu'on appelle stake, skin in the game. Donc si on veut créer une entreprise, il faut connaître des enjeux nous-mêmes dans ce qu'on est en train de créer. Donc il a donné beaucoup de conseils. Il a parlé aussi du signe noir, the Black Swan. Et d'ailleurs, peut-être Bitcoin, c'est lui, the Black Swan. Donc c'est quoi un Black Swan? C'est un événement qu'on ne peut pas prédire et qui arrive. Moi, je peux vous dire qu'en 2008, personne n'attendait que Bitcoin arrive. Personne sur la planète Terre. Même moi qui créais un système de paiement que je pensais international, on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive de cette manière-là. Donc oui, Nassim Taleb, il a publié un papier qui est censé être mathématique et scientifique et économique, dans lequel il démontre que la valeur du Bitcoin futur, elle est intrinsèquement nulle, donc sa valeur actuelle, par induction, elle est à 100% nulle aujourd'hui. Simplement, le marché n'est pas encore au courant. Le marché, il n'a pas encore eu l'information. Parce que le marché, il prédit l'avenir en priçant l'avenir dès maintenant souvent. Donc simplement, il n'a pas encore eu l'info. Donc, d'où sa démonstration. Alors moi, je trouve d'abord sa démonstration, bizarrement, c'est l'un des seuls papiers que j'ai trouvé, j'ai envie de dire, malheureusement assez vide de contenu mathématique. Il parle sur des attaques uniquement sur des principes. Donc, je vais donner des exemples. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le papier, je vous invite à le lire. C'est un papier qu'on peut lire relativement tous, parce que ce n'est pas un papier de calcul mathématique, ni de statistique. Même s'il met une petite équation au début qui ne continue pas, bizarrement non plus, il n'utilise pas l'équation qu'il met. Donc le premier argument, il dit par exemple que si on prend l'or et on le compare à Bitcoin, l'or, il n'a pas besoin de maintenance. L'or, un lingot d'or, selon Nassim Taleb, il vit sans maintenance, il n'y a pas un coût, il n'y a pas une charge, une énergie à mettre pour maintenir le lingot d'or. Il se maintient tout seul, il ne s'évapore pas, il n'émet pas d'électrons, il n'est pas nucléaire, il reste égal à lui-même, même des millénaires après. Donc on pourrait prédire sa valeur d'ici 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, elle ne changera pas. En revanche, Bitcoin, comme il est sur Internet, de toute façon il est électronique déjà dès le départ, donc il nécessite une énergie, même conséquente, peut-être même qui augmente dans le temps, pour le maintenir en vie. Et donc déjà de ce premier principe, il dit, du coup Bitcoin, il est moins bon que l'or, parce qu'il a besoin d'une maintenance accrue avec le temps. Alors on va attaquer chaque argument à part, je donne d'autres arguments. Bon allez, celui-là il est tellement beau qu'on va l'attaquer tout de suite. Là où il a complètement tort, Nassim Taleb, sur cet argument, c'est que l'or, il a besoin d'énergie pour être maintenu dans le temps. Alors effectivement, même moi je le disais comme Nassim Taleb, l'or, il a une valeur
intrinsèque. Certains économistes n'aiment pas cette expression, moi je l'adore. Une valeur intrinsèque, c'est une valeur qui est une propriété physique ou interne à un objet. L'objet peut être virtuel, mais à un objet, elle est interne à l'objet. Elle ne dépend de rien à l'extérieur. En revanche, pour faire circuler l'or, bah si, ça nécessite beaucoup d'énergie. Ça nécessite même beaucoup de risques en termes de sécurité. Donc, ce qu'on gagne par une valeur, entre guillemets, intrinsèque au métal lui-même, on le perd en flexibilité. Et donc, on a besoin d'une énergie et d'une maintenance, mais ce n'est pas une maintenance sur la nature, c'est une maintenance sur l'usage. En revanche, sur Bitcoin, on n'a pas besoin de cette énergie-là. C'est-à-dire que Bitcoin, effectivement, il a besoin d'une énergie pour rester en vie sur Internet. Pour qu'il circule sur Internet, il a besoin de l'énergie pour envoyer des électrons dans des tuyaux, tout simplement. En revanche, il a besoin d'aucune autre énergie pour sa sécurité. Elle a été déjà dépensée avant. Donc on a payé le prix de sa circulation déjà dans son émission principale, initiale. Et en partie dans la validation des transactions après, j'y reviendrai. Mais donc voilà, le premier argument, il ne tient pas debout. Il ne tient pas debout parce qu'il est partial et partiel. L'or, il n'a pas besoin d'une maintenance pour sa nature physique, mais il a besoin d'une maintenance pour sa nature fonctionnelle. Alors que Bitcoin, il n'a pas besoin de cette énergie-là. Il a besoin juste de l'énergie pour continuer à circuler. Voilà. D'autres arguments, il dit que tout produit financier, donc monétaire, qui ne donne pas un yield, qui ne donne pas un taux d'intérêt, qui ne donne pas une rémunération, il sera amené à zéro plus tard. C'est un argument complètement faux. Complètement faux. Pendant des millénaires, l'or, il produisait aucune valeur de taux d'intérêt. Si quelqu'un avait des pièces d'or ou d'argent chez lui à la maison, il ne gagnait pas des nouvelles pièces d'or et d'argent dans sa poche à la maison. Ça ne se reproduit pas tout seul. Donc c'est un argument complètement faux, c'est un argument biaisé par un prisme financier récent de l'économie qu'il appelle, lui, évoluée, compliquée et pas archaïque comme autant du bimétallisme ou du métallisme. Mais bon, revenons sur la partie taux d'intérêt. Il dit que Bitcoin, actuellement, il vit artificiellement parce qu'il y a une émission. Et comme l'émission elle est amenée à s'arrêter ou à s'affaiblir infiniment, du coup, il va arriver à zéro parce qu'il ne donnera plus un taux d'intérêt. Encore une fois, c'est par conception fait pour reproduire les mêmes qualités de l'or, même un peu en mieux. C'est-à-dire que cet argument, il ne tient pas debout. Et d'ailleurs, même dans ses arguments, lui, dans ses démonstrations de principe, il ne fait aucun calcul mathématique pour aller nulle part dans cet argument-là. Il le jette comme une démonstration. Donc voilà, je ne vais pas aller très très loin en décortiquant tout le papier. Je suis en train de préparer, pas seul, j'espère le continuer avec Richard Détente, avec Didier Darcet, un papier un peu plus complet, un peu plus, on dirait, numérique et mathématique sur le sujet, et même économique. Mais bon, le papier de Nassim Taleb, il veut démontrer que Bitcoin vaut zéro. En revanche, la bonne réponse à sa question est la suivante. Bitcoin est un élément qui permet de faire de lui ce que l'on veut. La question c'est, est-ce qu'on a un autre produit qui permet de faire de lui ce que l'on veut mieux que Bitcoin, oui ou non? La réponse c'est, pour le moment, c'est la meilleure solution pour faire ce qu'on veut. On peut faire aller sa valeur à zéro. Il est possible pour l'humanité de ramener Bitcoin à zéro, tout simplement en arrêtant son usage. En revanche, on peut faire de lui une monnaie, même l'une des meilleures monnaies. Et c'est peut-être ta deuxième question. Mais... Non, mais c'est assez intéressant, comme tu dis. Finalement, oui, statistiquement, si on revient là-dessus, statistiquement, Bitcoin peut tomber à zéro. C'est un fait, il n'y a pas de problème. Et tu me donnais, quand on en discutait, le comparatif du vélo. Oui, un vélo, finalement, il y a bien un moment donné où il tombera par terre. Il peut rouler, mais il y a un moment donné, il tombera par terre. Mais pour Bitcoin, finalement, c'est comme un vélo, le coup de pédale qui va permettre à Bitcoin de continuer d'avancer et de ne pas tomber à zéro, c'est qu'on lui trouve un véritable cas d'usage. Et pour toi, ce cas d'usage, c'est notamment d'être utilisé en tant que monnaie, parce que, par exemple, ça répond à la deuxième assertion de Nassim Taleb, qui est que lorsqu'on n'aura plus de rémunération pour les mineurs de création monétaire, eh bien, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus aucune incitation. Si le réseau est utilisé, il y a une certaine incitation par le biais des frais qui sont payés par les transactions, et avec un gros volume, on peut rémunérer des mineurs. Mais ça implique une utilisation. Et pour toi, cette utilisation, ça semble être d'utiliser Bitcoin en tant que monnaie. Oui, peut-être une petite parenthèse sur Nassim Taleb et son background. Je partage certains aspects de son background. Nassim Taleb, il est des origines libanaises comme moi. Et il est né 19 ans avant moi, au Liban. Il a vécu en Liban, il a vécu en France. Il a étudié en France. Il a même enseigné en France
avant de partir aux États-Unis. Donc Nassim Taleb est un produit des universités françaises et mathématiques françaises aussi, et libanaises, franco-libanaises. En revanche, là où il a complètement pas assez d'expérience, c'est que l'aspect mathématique et statistique et économique, il n'y a aucun aspect assez fondamental historique sur le sujet. Pour comprendre c'est quoi une monnaie, c'est une question très difficile, très 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 difficile. Même les banquiers centraux aujourd'hui ne sont pas d'accord entre eux, c'est quoi une monnaie. Même les philosophes ne sont pas d'accord c'est quoi une monnaie. Alors, moi je ne vais pas, comment dirais-je, résoudre tout le problème tout seul, je vais proposer un point de vue qui compile plusieurs points de vue qui me semblent être plus pertinents ou utiles pour nous. Justement, venons à cette utilité. Alors, c'est quoi une monnaie? La question commence par là. Un des philosophes, il avait dit que la monnaie, c'est la mesure du travail. Aristote. C'est un philosophe, justement, grec. Et puis son disciple, il l'a contredit en disant « Ah ben non, c'est juste une convention sociale. Il n'y a aucune mesure du travail. La preuve, je fais un trou, je bouche le trou. Tu vas me dire que si j'ai mesuré le travail, ça n'a pas la même valeur. » Effectivement, une monnaie, elle n'est pas là pour mesurer tout le travail de l'humanité. Le travail de l'humanité se mesure par plein d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas monétaires. Il y a même peut-être les choses les plus valeureuses ne sont pas monétaires. Je ne sais pas, dans une famille, entre un père et un fils, une mère et son enfant, des grands-parents et leur petit-fils, ou même en charité, il y a des choses qui sont sans valeur monétaire, mais qui ont beaucoup de valeur pour la société. Donc une monnaie n'a jamais une vocation de mesurer tout le travail de tous les humains. En revanche, ce n'est pas seulement une convention sociale. Elle n'est pas seulement une convention sociale. Sinon, on peut tricher avec. Parce qu'un des objectifs de la monnaie, c'est qu'elle soit fiable. Bon. Et donc la question vient de comment on gère sa fiabilité. Alors, je vais faire un petit aperçu historique de l'évolution de la monnaie. J'allais te le demander, donc voilà. Ça tombe bien. Une des façons de mesurer la monnaie, ou d'émettre une monnaie, il y en avait plein, mais si on prend les Assyriens, les Babyloniens, en Irak aujourd'hui, les peuples entre les deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre, c'était une blockchain, si on veut utiliser les termes d'aujourd'hui. C'était des tablettes, des ledgers d'argile dans lesquels ils écrivaient. Michel, il a donné en crédit, bon, parfois c'est du blé, parfois c'est des vaches, parfois c'est des bétails, etc., à telle personne, et telle personne lui doit ce montant avec un taux d'intérêt de 20%. Et donc il écrivait sur la tablette les paiements, les remboursements, avec le crédit. Et c'était à la fois un titre de propriété, c'est une convention sociale écrite sur argile. C'était quasiment de la cryptographie à l'époque, parce que qui savait écrire en sumérien, même jusqu'aujourd'hui on a du mal. Voilà. Donc c'était des experts, on va dire c'était des nœuds validateurs, entre guillemets, des notaires, voilà, et des scribes, qui avaient le moyen de décoder et d'écrire. En revanche, on pouvait vérifier ce qui est écrit. On peut vérifier que ça n'a pas été triché. On peut garder des copies de ces tablettes d'argile. Sauf que ça a prouvé qu'on ne pouvait pas trop scaler l'économie avec ça. Parce qu'en même moment, notre civilisation, les Phéniciens, ils ont inventé une sorte de monnaie différente. Pas une tablette, une monnaie. Alors ils ont inventé l'alphabet d'un côté pour faire que de la comptabilité. L'alphabet, elle a été inventée pour faire du paiement. Une partie des paiements, c'est la comptabilité, tenue de registre. Donc blockchain en guillemets. Et un des moyens de paiement qu'ils utilisaient, c'était des actifs qui avaient une valeur intrinsèque. Alors il y avait du blé, il y avait de la menthe, enfin c'était des produits, des actifs. Mais ils avaient des propriétés. C'est qu'ils pouvaient garder la valeur dans le temps et qu'il y avait une valeur intrinsèque là-dedans. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on se retrouve dans une île avec un bateau qui a failli couler, il va falloir pouvoir liquider cette marchandise. Et pour qu'elle soit liquide en tant que monnaie, il faut qu'elle soit acceptée. Il faut que des personnes en fassent la demande et l'acceptent en tant que moyen de paiement ou en moyen d'échange. Donc pour tous ceux qui disent qu'une monnaie est d'abord une réserve de valeur, mon argument critique toujours à cet argument-là, c'est de dire non, c'est d'abord l'acceptabilité en tant que moyen de paiement. C'est de là où naît une monnaie, et nulle part d'ailleurs. C'est parce qu'elle est un moyen de paiement qu'elle me permet de réserver la valeur dans le temps après. C'est parce qu'elle est acceptée. Et justement, donc, tu donnais quelques exemples, je tiquais un petit peu, parce que c'est vrai que quand tu dis le blé, capacité à transmettre, enfin à rester dans le temps, bon, on se dit ça reste inconsommable, donc c'est peut-être un peu moins facile à visualiser, mais vis-à-vis de comment tu décris ça, on peut rapidement comprendre pourquoi l'or a finalement été rapidement
déterminée comme étant l'une des meilleures monnaies à cette époque-là parce que C'est notre la- invité. la- c'est, on va dire, comment dire, acceptable un petit peu partout par tout le monde. Mhm. Et surtout, ça transmet dans le temps cette valeur parce que, comme tu disais tout à l'heure, globalement, ça craint pas la pluie, ça craint pas le temps, ça craint pas peu, en tout cas, ce qui peut se passer Oui, il y a autour. même plein d'anecdotes, même des paraboles dans l'Évangile par Jésus sur la valeur monétaire du blé, qui peut être corrompu avec le temps, avec des... Voilà. avec On va dire des- qu'il y a le alors que l'or, facteur non. temps qui On joue. peut détruire de l'or, hein, mais c'est quand même C'est c'est plus la chose la complexe. plus durable possible. Il me semble que, Voilà. d'après tous ces facteurs-là, l'or était, jusqu'à il n'y a pas longtemps en tout cas, l'or était peut-être l'élément qu'on Ouais, a mais trouvé c'est une belle le histoire comment meilleur. l'or est devenu une monnaie, hein. C'est une longue Justement, histoire, j'allais une te belle histoire. questionner là-dessus Au pour début, il y comparer avait avec des choses Bitcoin. avant l'or. Il y avait du métal, hein. Il y Mm. avait du métal, il y avait de l'étain, il y avait le bronze, et jusqu'à ce qu'on a découvert l'or. Donc ça a pris un grand cycle, ça a même pris un effondrement économique. J'en ai parlé avant dans d'autres vidéos. C'est pas le lieu de raconter l'effondrement de l'âge de bronze. Et il y avait que 2 civilisations qui ont sorti de l'âge de bronze. C'était les Phéniciens et les Égyptiens. Et même pas les Égyptiens complètement. Les Grecs ont complètement perdu toute leur connaissance pendant 500 ans à cause de l'effondrement de l'âge de bronze. Et donc les civilisations qui étaient plutôt maritimes, qui se déplaçaient et qui cherchaient des mines, donc de matières premières, donc de l'or, c'est elles qui ont imposé le standard or au reste des civilisations. Alors comment ça s'est fait? D'abord, c'est faux. L'or est exactement comme le blé. En revanche, ce n'est pas au même degré. L'or est un actif utilisable jusqu'aujourd'hui. Quasiment une grande partie, je ne veux pas dire plus que la moitié, mais quasiment la moitié du minage d'or, il part dans des bijoux. Alors pour certains, ils disent que non, c'est moins. Mais ce n'est pas grave. Quel que soit le chiffre, il y a une très grande partie, très grand pourcentage du minage d'or qui va dans des bijoux. Ça veut dire qu'il a une attractivité pour un cas d'usage réel, si j'ai besoin de le porter sur moi parce qu'il est beau. Il y a des gens qui l'achètent pour ça. Donc il est attractif déjà en soi. Ensuite, quasiment 10%, elle est utilisée en industrie. Donc effectivement, en industrie, sa valeur industrielle est très faible, 10%. Mais elle n'est pas nulle. Et si elle va à zéro, c'est très mauvais pour l'or. Il sera moins attractif, il sera moins demandé. Et il y a le reste, il part dans les banques centrales. Ça veut dire que les banques centrales le demandent encore. Alors qu'elles disent que c'est une relique barbare. Bon. Donc l'or, il est devenu un moyen de paiement. Et d'ailleurs, Nassim Taleb, dans son papier, il rappelle que dans le temple de Jérusalem, il y avait des échangeurs, des exchanges, qui changeaient la monnaie romaine vers le shekel de Tyr. C'était la seule monnaie acceptable dans le temple de Jérusalem, j'allais dire pour Dieu, pardon pour la parenthèse, ce n'était pas le sujet, mais pourquoi? Parce que c'était une monnaie pour 2 raisons. La raison religieuse, c'est qu'elle n'avait pas un dieu romain pour payer Dieu, voilà, pour payer les offrandes à Dieu, mais une autre vérité économique, c'est qu'elle était la plus pure, elle était à plus de 90% pure argent. C'était pas de l'or, c'était de l'argent, 90%. Alors que toutes les autres monnaies, même romaines, elles étaient tellement hybrides, tellement moins pures et sales. Et donc, l'or est devenu, et l'argent sont devenus une monnaie, par commodité, mais aussi par attractivité. Donc aujourd'hui, si on revient à Bitcoin, Bitcoin, est-ce qu'il remplit ces mêmes caractéristiques? Alors dans les statistiques, pas complètement, mais en nature à 100% oui. C'est-à-dire que Bitcoin, avant tout, c'est un moyen de paiement. D'ailleurs, c'était sa promesse initiale. Satoshi Nakamoto, dans sa première phrase, l'a écrit. J'ai créé un moyen de paiement pair à pair, sans tiers de confiance. Donc lui, il ne créait pas une monnaie. D'ailleurs, je rappelle pour tous ceux qui disent qu'il voulait révolutionner les politiques monétaires ou c'était une révolution monétaire, c'était pas une révolution monétaire. C'était une révolution de l'industrie des paiements. La raison est la suivante. En 2008, lorsqu'il publie et lorsqu'il tag la première transaction bailout, second bailout for the banks, en gros la Banque centrale a encore sauvé les banques, lui, il n'avait pas commencé en 2008 à créer Bitcoin. Dans ses écrits sur les forums, c'était au moins 2006-2007. En 2006-2007, il n'y avait pas une crise monétaire mondiale. En revanche, il y avait un grand problème de paiement. Et d'ailleurs, je travaillais moi-même sur ces problématiques. D'ailleurs, je suis parti en Australie pour ça. Il y avait plein d'industriels des jeux qui m'ont demandé de travailler même en freelance à l'époque pour créer une solution de paiement en ligne, dans les jeux, in-game payments. En gros, je veux acheter une arme, pourquoi créer un compte bancaire pour le personnage dans le jeu, quoi? Ça ne fait pas sens. Et ce n'est pas efficace, et d'ailleurs, les commissions étaient tellement élevées.
Donc l'industrie de paiement, c'est ce que je dis toujours, l'industrie de paiement est tellement compliquée, tellement complexe et tellement optimisée qu'elle prend au moins 2 à 4% de tous les montants, de toutes les transactions qui tournent. Je rappelle quand même que c'est la plus grande industrie au monde, 2000 milliards de dollars par an en revenus, seulement en revenus, pour ceux qui travaillent dans cette industrie. Et Visa à elle seule, elle gagne en revenus, en gains nets à la fin de l'année, 30 milliards de dollars par an. Pourquoi faire? C'est pour lui autoriser un paiement. Ça veut dire que moi, imaginons j'ai 10 000 euros sur mon compte bancaire et je veux payer le boulanger 2 euros pour une baguette ou un croissant. Je vais aller à Visa, demander une autorisation. Visa, est-ce que tu peux aller vérifier que j'ai bien 2 euros sur mon compte bancaire? Visa va répondre à la banque de mon commerçant. Ah oui, j'ai vérifié avec sa banque, il a 2 euros sur son compte bancaire. Voici un numéro d'autorisation pour les retirer plus tard si vous voulez. C'est tout ce qu'elle fait, c'est fini. Elle ne fait pas de paiement. Elle finit pas le paiement. Et pour ce service tellement crucial, alors il était crucial pour aller vers des paiements électroniques. On était sur des chèques avant. Donc pour créer les paiements électroniques, on voulait vérifier que j'avais le montant sur mon compte. Mais aujourd'hui, en 2023, gagner 30 milliards de dollars par an pour ce service, je trouve ça, on peut faire mieux. C'est très bien payé. Très bien C'est payé. exceptionnel. Ouais. À mon avis, ils n'ont pas besoin d'autant d'argent pour faire leur service. À mon avis, on n'a même plus besoin de ce service, tout court. D'ailleurs, Visa le comprend un peu bien et il se diversifie aussi avec l'écosystème crypto. En revanche, ils ont encore beaucoup d'années devant eux avant qu'ils soient complètement disruptés. Ça, on pourra y revenir. J'espère que je n'ai pas trop non, mais ça, on divergé sur le sujet. Je te prévoyais une petite question justement là-dessus, sur ton opinion à ce sujet, mais on terminera peut-être par ça. Mais je voulais revenir sur Bitcoin, Or, un petit peu la comparaison. On a compris comment le cheminement qui a permis d'amener l'or à être un moyen de paiement reconnu à travers le monde, les caractéristiques aussi qui font qu'il a été reconnu. Je voudrais qu'on compare un petit peu plus avec Bitcoin. Tu disais, Bitcoin dispose à peu près des mêmes caractéristiques. Quelles sont finalement ces caractéristiques? On va les citer. Est-ce que Bitcoin est finalement peut-être même un meilleur outil que l'or ou en tout cas, est-ce que ça en est un bon au même titre que l'or? Si la question, Nassim Taleb a répondu à cette question différemment, mais si la question c'est est-ce que Bitcoin peut survivre plus que l'or ou l'or peut d'ici 30 000 ans ou 100 000 ans vivre au-delà du Bitcoin, on ne sait pas répondre du tout à cette question aujourd'hui. En revanche, Nassim Taleb, il a dit que c'est Bitcoin qui va perdre, l'or va gagner. Je suis complètement contre cet avis-là, parce que moi je peux dire qu'il y a plein de civilisations. On ne connaît plus rien de civilisation à part l'information qu'ils ont existé. Par exemple, les 7 merveilles du monde, il y en a une qui reste, les pyramides, les autres, on a juste l'information qu'ils existaient. La partie physique, matérielle de leur existence, elle n'existe plus. Et si on prend les rêves fous de Elon Musk qui veut aller conquérir Mars, dans sa tête, c'est si on a un très grand cataclysme sur la planète Terre, au moins une partie de l'humanité pourrait continuer ailleurs. Dans cette logique-là, enfin, dans ces scénarios hypothétiques, c'est Bitcoin qui gagne, c'est pas l'or. C'est Bitcoin en tant que moyen relativement, je ne veux pas dire virtuel, j'aime pas ce mot, mais plus facile à transporter, parce que c'est de la data, c'est de l'information, très sécurisée, qu'on ne peut pas falsifier. Il est bien mieux que l'or. Et je reprends la belle phrase de notre ami, c'est vraiment mon ami Yves Chouefati, il dit toujours Bitcoin, c'est de l'or en mieux, et il a complètement raison sur cette phrase. Peut-être pas pour les mêmes raisons que toi. Non, pas pour les mêmes raisons, mais on est d'accord sur la phrase, il n'y a aucun problème. Après, sur les attributs d'une monnaie, alors les attributs, c'est les banques centrales qui essayent de les mettre aujourd'hui, ils disent non, c'est ça les attributs, et c'est moi qui décide, et donc j'ai raison. Et donc voilà, Bitcoin, c'est pas de la monnaie. C'est faux, c'est pas eux qui décident. Selon Milton Friedman, le marché est peut-être roi, le marché décide, mais en réalité, la Banque centrale est un agent d'une économie, et est un agent des marchés. Il est juste public, voilà. Mais c'est un agent comme un autre. Il a son poids, mais son poids seul ne suffit pas. Alors c'est quoi une monnaie? On a dit d'abord, la source de tous les attributs, c'est le moyen d'échange. Mais avant ça, il y a l'attractivité. Laquelle est plus attractive? Pourquoi? Parce que l'or ne serait jamais, mais de jamais devenu une monnaie s'il n'était pas attractif et utilisé dans les temples pour faire des statuettes divines, de Dieu, pour les rois, en tant que symbole de pouvoir et de royauté, et d'ailleurs de beauté et d'attractivité. Donc c'est son attractivité qui a commencé son acceptabilité en tant que moyen de paiement plus tard. Donc si on prend ces attributs-là, comparons Bitcoin
à du dollar. Je ne touche pas à l'euro, hein. C'est relatif, on va dire c'est la même chose, mais on va dire Bitcoin, dollar et or. L'or, il est toujours attractif. Il n'a aucun problème, il vit sa vie. Même s'il est un peu mis en prison en tant que moyen de paiement, il vit sa vie, il n'est pas mort. On peut pas, c'est comme ils disent, on ne peut pas tuer Bitcoin, ben voilà, ils ne peuvent pas tuer non plus l'or. En revanche, ils peuvent le contrôler, réduire sa vélocité. Donc d'abord, c'est une attractivité. Bitcoin, il est très attractif, pour plein de raisons. On a plus de 420 millions de porteurs de Bitcoin au monde aujourd'hui, en moins de 12 ans. Voilà. D'ailleurs, je rappelle qu'en moins de 12 ans, Bitcoin, sa valorisation, elle a passé, et tous les cryptos, elle a passé de 0 à 1000 milliards. Mais justement, je voudrais te challenger sur... je me fais un petit peu l'avocat du diable sur l'attractivité de Bitcoin. Ce qui a rendu Bitcoin attractif, c'est justement cette hausse de capitalisation assez énorme qui a permis à certains de gagner de l'argent, qui a incité d'autres à arriver pour essayer d'aller gagner de l'argent. Est-ce que si demain, dans un avenir où Bitcoin devient de plus en plus accepté, son prix sur les marchés en comparaison avec le dollar va avoir tendance à se stabiliser naturellement, on peut imaginer que ça se passera comme ça, est-ce que les gens vont continuer à vouloir s'y intéresser? J'en étais pas encore là. J'étais encore sur la qualité monétaire, sur les attributs monétaires, avant d'arriver sur la valeur. Mais avant, on était en train de définir un peu qu'est-ce qui pourrait faire une bonne monnaie ou pas. Oui, mais sur l'attractivité, je veux dire, c'est quand même... Absolument, l'attractivité est une composante importante de la valeur, mais elle n'est pas complètement la valeur. Elle ne définit pas à elle seule la valeur. Donc ce n'est pas seulement la demande, l'offre et la demande de l'attractivité qui fait la valeur de quelque chose. C'est aussi la spéculation dessus. Et donc si la question c'est aussi, oui, mais bon, est-ce que la première attractivité, elle est venue relativement que par beaucoup de spéculation, donc cette valeur, elle n'est pas assez propre, bah, pour l'attractivité, on s'en fout, c'est attractif. C'est-à-dire le produit, pour beaucoup de raisons, il est attractif. L'attractivité, sa nature peut changer. Il est attractif parce qu'il est bon en bijoux, il est bon en industrie pour faire des smartphones, je parle de l'or, ou bien il est beau pour les banques centrales pour backer leur monnaie. Mais l'attractivité en soi est un attribut. Et Bitcoin, il remplit très très bien cette case avec une bonne croissance de son attractivité. En revanche, bien sûr, il n'a pas 5000 ans d'histoire. Il a 12 ans, 13 ans, et dans ces 12 ans, il a dépassé les 1000 milliards de dollars en valorisation d'attractivité. Bon. Ensuite, deuxième attribut, on a dit unité de compte, moyen d'échange, unité de compte et réserve de valeur. La partie unité de compte, est-ce qu'on va libeller les prix avec cette unité de compte? Ça ne vient jamais seul, ça. Avant, et ça a pris même des millénaires pour attribuer une valeur en argent à quelque chose. Souvent, c'était valorisé par plein d'autres moyens. C'était par du blé, c'était par du sel, on libellait les tarifs d'une façon différente d'un produit à un autre. C'est avec l'avancement des civilisations qu'on est arrivé à standardiser ça par une monnaie, d'ailleurs qui était souvent locale, qui changeait d'une région à une autre. Donc voilà, si on arrive aujourd'hui, Bitcoin, est-ce qu'il peut devenir un moyen de libeller les produits? Effectivement, il est un peu tôt dans ce process. Mais il peut le faire. Alors il peut le faire dans quelles conditions? S'il a une valeur relativement stable. Stable ne veut pas dire fixe. Croissante, c'est stable. Avec une bonne croissance, c'est stable. Alors on va y arriver à ça. À partir réserve de valeur, on voit que Bitcoin augmente en valeur statistiquement. Même s'il fluctue, l'argument de Nassim Taleb, de tous les banquiers centraux, 60% de volatilité, ben on s'en fout si c'est une volatilité positive. Dans le sens, on s'en fout, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si chaque 2 ans, il augmente en valeur, tu te rappelles l'année dernière, on était à 17-19 000. En Bitcoin, en year-to-date cette année, on était à 27. Sauf qu'effectivement, on est encore dans un bear market, on est monté à 60 000 et on est descendu à 27. Mais oui, mais sur 12 mois, il a augmenté de 35%. Bon, il a augmenté de 100%, puis il a augmenté juste de 35%. Alors, si des personnes viennent spéculer aux 60 et perdent à 35, ce n'est pas mon problème à moi. Ce n'est pas non plus le problème de Bitcoin. Il s'en fout complètement. Mais en revanche, c'est une volatilité positive. Donc, il augmente en valeur. Et c'est une très très bonne chose pour son adoption. Ça veut dire qu'il est adopté. Donc, on revient à son attractivité, à son adoption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie réserve de valeur viendra. Elle est déjà là en termes de croissance. Et la partie moyen d'échange, et la partie libeller les produits avec, elle se stabilisera au fur et à mesure. Là, j'ai des arguments aussi, des statistiques. Aujourd'hui, aux États-Unis, plus de 50% des tier 1, des commerçants grands, qui font 250 millions d'euros de chiffre d'affaires par an minimum, 50% d'eux acceptent du Bitcoin en moyen de paiement. Donc, ils commencent à être acceptés en moyen de paiement. Alors, les volumes sont très petits. Parce que le contre-argument, c'est oui, mais en pourcentage, c'est ces commerçants, c'est combien? D'accord, c'est petit, mais quand même, 50% des grands commerçants l'acceptent. Et 90% des porteurs de Bitcoin veulent l'utiliser en paiement.
ils ne veulent pas seulement le thésauriser. Bon. Et ça, c'est aussi un bon argument. Maintenant, si on revient à la partie valeur, est-ce que la vélocité et le vélo, du coup, peuvent aider à ce que Bitcoin devienne une monnaie? Là, Nassim Taleb, il aurait raison, il peut avoir raison, si la vélocité de la circulation de Bitcoin continue ou baisse, ou dans le temps continue à baisser. En revanche, elle ne baisse pas aujourd'hui, je rassure tout le monde, elle est assez bien. En revanche, il faut qu'elle augmente encore mieux. Et la seule façon de faire augmenter la circulation de Bitcoin, c'est qu'il circule. Currency, ça veut dire circuler, en paiement. Le mot currency veut dire un moyen de paiement, tout simplement. Donc il faut qu'il soit adopté en paiement. Il faut que la vélocité, d'ailleurs il y a même des formules mathématiques économiques là-dessus, PV égale MQ, mais dès qu'on augmente la vitesse de circulation, on augmente sa valeur. On stabilise en plus sa valeur. C'est-à-dire que la volatilité va être marginale, très marginale. On aura beaucoup de volume de transactions. Et d'ailleurs, ça rendra beaucoup plus efficient Bitcoin comparé à tout l'écosystème bancaire. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, pour que Bitcoin devienne une monnaie, il ne l'est pas encore à 100% dans toutes les définitions du terme aujourd'hui, sauf qu'il l'est par conception. Pour qu'il le soit sur le terrain, il faut qu'il soit adopté beaucoup plus en tant que moyen de paiement. Son adoption en tant que moyen de paiement stabilisera son prix, il continuera à augmenter, mais il sera moins volatile, c'est dans ce sens-là. Et là, on pourra libeller des produits avec. Et là, Bitcoin Lightning, il vient apporter une excellente solution pour rendre Bitcoin un moyen de paiement comme l'avait souhaité Satoshi Nakamoto. Très bien. Et je voulais rajouter un petit élément. Je ne sais pas si ça vient compléter ou si c'est un élément annexe, mais tout à l'heure, on ne s'est pas assez attardé, je trouve, sur la monnaie travail. Ça me paraissait intéressant. Je trouve la comparaison avec Bitcoin intéressante dans le sens où voilà, on sait que le consensus, c'est la preuve de travail. Le travail, au sens physique, ça a une définition assez particulière. Bon, le travail, voilà, c'est si j'ai un carton devant moi que je dois le pousser de 10 mètres, c'est quelle énergie je vais consommer pour pousser ce carton. C'est un delta différentiel d'énergie. Voilà, le différentiel d'énergie que j'aurai à l'arrivée par rapport à ce que j'avais au départ, finalement. Donc c'est le travail que je vais devoir fournir pour faire cet effort-là. Donc ça, c'est la définition du travail. Bitcoin, la définition de son travail, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que c'est pour toi la quantité, enfin l'effort qu'il va falloir pour le miner, et pour le transporter, mais en tout cas, ce qui est sûr, peu importe comment est-ce qu'on définit ce travail, où est-ce qu'on place le curseur, il y a quand même un certain travail pour le faire circuler. Oui. Est-ce que ça, c'est un élément qui s'ajoute vraiment à ton sens à la valeur de Bitcoin en tant que monnaie? Absolument. En comparaison, par exemple, avec l'or. Oui, absolument, oui. C'est un sujet qui peut combiner à la fois la thermodynamique avec théorie économique. Mais si on revient à la définition physique de c'est quoi le travail, scientifiquement parlant, physiquement parlant, c'est un delta d'énergie. Énergie en entrée, énergie en sortie. Et souvent, ça crée un déplacement, si c'est linéaire, par exemple. Et donc, la quantité d'énergie dépensée, on l'appelle travail. Et ça se mesure avec du watt, du water, ça peut se transformer en puissance si on prend la condition de temps, ça a pris combien de temps à être réalisé ce travail-là. Et c'est important de prendre la puissance aussi, pas seulement le travail. Et donc effectivement, lorsque Satoshi Nakamoto il a conçu Bitcoin, alors pour Nassim Taleb il n'a rien inventé, il a pris 3 inventions existantes avant lui dans la crypto, on s'en fout s'il a réussi à les combiner correctement, c'est le seul à le faire au début. Donc on ne peut pas miner, on ne peut pas inventer du Bitcoin sans dépenser du travail. Alors c'est de l'énergie, c'est la même chose. Donc l'énergie c'est du travail. Et on ne peut pas forger, on ne peut pas, frauder le système. D'ailleurs, tout son papier, il a un seul but, de démontrer que le fraudeur gagne plus d'argent s'il devient le policier, il gagne plus qu'un voleur. Voilà. Donc du coup, en tant que business model, un agent économique intelligent, il va devenir policier. Il va lutter contre la fraude et sécuriser le système. Maintenant, le premier Bitcoin qui a été miné, il n'a pas nécessité autant d'énergie que le dernier Bitcoin en cours d'être miné là, 7 minutes-là. En revanche, ils sont tous fongibles. Ça veut dire qu'ils ont tous la même valeur. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a aucun moyen de différencier le premier Bitcoin et le avant-dernier ou le dernier ou l'actuel Bitcoin. Ils ont tous la même valeur d'usage sur le réseau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la quantité d'énergie augmente, elle vient tout simplement compenser le risque de sécurité en face. Et c'est pour ça que la valeur, elle reste constante sur tout le temps. Donc même si le premier Bitcoin, on aurait pu aujourd'hui faire une attaque de 50% sur le premier Bitcoin,
Et il est tellement derrière nous qu'il va falloir refaire toute la blockchain et donc dépenser toute la quantité d'énergie qui a été dépensée pour aller frauder que le premier Bitcoin. Donc c'est tellement sécurisé qu'il est peut-être, je ne veux pas aller m'avancer sur des chiffres, mais il est beaucoup plus sécurisé que l'or lui-même. L'or, on sait qu'il a nécessité beaucoup d'énergie pour forger les atomes de l'or, pour créer le métal or. C'est pour ça qu'on ne peut pas facilement faire de l'alchimie et créer de l'or. En revanche, c'est exactement pareil sur Bitcoin, si c'est même encore mieux mathématiquement parlant. Donc, le fait de dire que la monnaie peut mesurer le travail, et que Bitcoin lui-même, il se mesure lui-même par un travail de son émission, ça rapproche Bitcoin d'être une unité de mesure du travail. En revanche, la partie énergétique de Bitcoin, elle ne constitue qu'une fraction de sa valeur. Ça veut dire que lorsqu'on va valoriser un Bitcoin, on ne peut pas le valoriser par son coût d'émission. On le valorise par, oui, une couche qui est son coût résiduel d'émission, et sa valeur d'usage. Et la valeur d'usage, elle augmente avec la vélocité. Et c'est un des sujets du papier et on rapporte aussi à ce que disait Nassim Taleb dans l'une de ses premières assertions, qui est que Bitcoin n'a pas de valeur. Finalement, au moins, il y a ce socle, ce coussin qui est qu'il y a la valeur de l'énergie qui a été dépensée. Deux valeurs. L'énergie nécessaire, parce qu'on ne peut pas... Si Nassim Taleb souhaite avoir un Bitcoin, il faut dépenser de l'énergie pour le produire. Donc, il ne peut pas l'inventer de rien. Et donc, il ne peut pas l'inventer de zéro. Il faut payer un coût d'énergie pour le produire, plus le coût de sa vélocité. Et au moins, ces deux choses constituent une bonne partie de sa valeur actuelle. Et je voulais rajouter un élément sur l'or. On faisait un peu ce comparatif, justement, lequel est le meilleur sur quel aspect. L'un des éléments majeurs qu'on met en avant quand on décrit Bitcoin basiquement à quelqu'un qui ne connaît pas forcément, on va globalement aller dire c'est rare, il y en a 21 millions d'unités. La rareté, c'est l'un des éléments phares de Bitcoin. On va dire que c'est à peu près pareil pour l'or. Ça nous arrive de temps en temps d'aller redécouvrir des nouvelles mines d'or assez massives. L'or est rare, mais on n'a pas encore fini de découvrir la totalité de l'or qui se cache sous terre, et on pourrait imaginer un jour que finalement on arrive à aller accéder à des mines massives d'or et qu'on multiplie par, pas par deux, mais en tout cas qu'on augmente massivement la quantité d'or en circulation. Il y a encore beaucoup de quantités d'or non minées qui existent, qui sont connues, et il y a des mines qui ne sont pas encore découvertes. En revanche, c'est juste, ça nous coûte un peu plus en énergie d'aller les chercher. On sait qu'ils existent, mais c'est un peu plus difficile d'aller les miner. Donc effectivement, l'industrie de l'or, elle consomme beaucoup d'énergie de minage, énormément d'énergie pour aller miner l'or. Et c'est l'une des sources de valeur de l'or aussi, mais ce n'est pas la seule non plus. Et donc si la question c'est, pour aller plus loin sur cette question, effectivement, on peut avoir une inflation de l'or, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur, d'ailleurs il y a même une anecdote remarquable. Il y a un roi de la région mauritanienne de l'Afrique qui a voulu faire un pèlerinage à la Mecque, parce qu'il était musulman, donc il voulait faire un pèlerinage à la Mecque. Et donc dans son voyage, sur je suppose des dromadaires, en tout cas il n'y avait pas de voiture Tesla à l'époque, en passant dans les déserts, il arrive au Caire, en Égypte, qui était l'une des plus grandes capitales de l'empire arabo-musulman, on va dire. Le plus riche aussi, l'un des plus riches économiquement, humainement. Mais sauf que lui, il avait beaucoup de mines d'or. Donc il devenait, je vais dire, je n'ai pas la masse exacte, mais on va dire avec des centaines de kilos, si ce n'est pas des tonnes d'or avec lui. Il a tellement distribué de l'or au Caire que ça fait effondrer quasiment toute l'économie. Parce que tout se basait sur l'or et l'argent. Et donc il a créé une inflation artificielle par son passage qui a fait quasiment un effondrement économique à cause de ça. Donc oui, dans ton analogie, elle a déjà eu lieu dans le passé, elle peut avoir encore lieu dans l'avenir. Et c'est un des avantages de Bitcoin, c'est qu'il est un standard assez pur sur ce sujet, sur sa rareté. Et il peut même devenir un ISO, on peut faire un ISO, unité internationale, on va dire, de mesure du travail. Oui, il peut servir à ça, physiquement parlant, au sens physique du terme. Bon, j'aurais bien aimé qu'on continue cette discussion aussi sur la difficulté du minage entre l'or et le Bitcoin. Il y a des paradoxes assez sympas à faire. On aurait pu avoir des échanges assez intéressants, mais bon, je vois qu'on manque un peu de temps. Je voulais quand même te poser une petite dernière question. Pour reprendre ta comparaison avec le vélo, le fait qu'on a compris que pour toi, ce qui amènera, on va dire, la réussite du Bitcoin, c'est qu'il soit adopté en tant que monnaie, en tout cas qu'il circule en tant que tel. Est-ce que tu as un peu des idées, des clés un peu qui feront que demain, Bitcoin pourrait atteindre cet objectif-là? Oui, alors il y a des solutions c'est pas aider Bitcoin, c'est pour l'adopter, pour que nous, on l'adopte en tant que moyen de paiement.
Alors, il y a beaucoup de solutions qui commencent à émerger aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez créer un site e-commerce et vous voulez aujourd'hui accepter du Bitcoin à côté d'une carte bancaire, c'est possible. Il y a plein de moyens classiques sur PrestaShop, sur plein de solutions de création de sites e-commerce. Il suffit de faire en quelques clics, vous rajoutez le moyen de Bitcoin en tant que moyen de paiement. Après, effectivement, il faut gérer derrière soit un compte Bitcoin, soit juste l'adosser à un compte exchange. Donc c'est devenu tellement banal aujourd'hui de créer un site web et d'accepter Bitcoin en tant que moyen de paiement. En revanche, pour des commerçants, le problème, il vient des trésoriers et des départements risques qui disent mais pourquoi je veux accepter Bitcoin en tant que moyen de paiement? Je ne sais pas le faire, je ne sais pas gérer une trésorerie Bitcoin. Donc il y a un très grand besoin de formation. Donc actuellement, j'enseigne aussi dans des universités, en plus de donner des formations dans les banques sur le sujet. Mais je remarque encore qu'il y a infiniment besoin de formation, d'éducation, juste pour aider les gens à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec et comment gérer Bitcoin, comment garder une trésorerie en Bitcoin. Alors MicroStrategy, avec Michael Saylor, c'était un des pionniers dans le sujet. Et il continue là récemment, il a acheté plus de 2000, je ne sais pas combien, 2300 peut-être Bitcoin, il a rajouté à sa trésor. Mais ça veut dire qu'ils sont en train de hedger, ils sont en train de se prémunir du risque de la démonétisation, de la dévalorisation de la monnaie, en gardant une trésorerie en Bitcoin. D'autres commerçants vont dire non, moi je ne sais pas faire. En revanche, eux, ils ont besoin d'une solution. Moi, je les paye en Bitcoin, ils reçoivent de l'euro. Et là, typiquement, je parle dans le domaine du wholesale, ça veut dire les commerçants de gros, les grands industriels. Ils peuvent utiliser des solutions, même institutionnelles, telles que Forge. C'est encore un peu expérimental, mais Forge qui vient de lancer son stablecoin euro pourrait permettre à des grands institutionnels, d'un côté de tokeniser des actifs pour les vendre et accepter des paiements en crypto. En plus, Forge, ils sont sur Ethereum, donc c'est une blockchain publique. Je ne vais pas leur faire beaucoup de pub, mais dans le sens où il y a des institutionnels bancaires classiques qui ont compris qu'il y a un business à aller chercher, légal et conforme et réglementé. Voilà, donc Lightning aussi, c'est une excellente solution pour Bitcoin, pour qu'il soit adopté en tant que moyen de paiement. Il faut démocratiser l'acceptation de Bitcoin avec Bitcoin Lightning. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire équiper les commerçants par des unités de réception, des wallets, quoi. Donc ce que fait par exemple Roxy, ou même ce que vous faites à CryptoAst, ou Grand Angle, ou toutes ces chaînes-là, ils contribuent à la démocratisation et à la compréhension pour que les gens disent c'est intéressant, je comprends un peu, maintenant j'ai besoin de la solution. Et c'est ce genre de solution qu'il faut, et ça c'est ce qu'on fait à Value Chain, je ne suis pas le seul, mais voilà, plein d'autres le font aussi, mais c'est ce qu'on fait, c'est qu'on apporte ces solutions aux industriels, aux commerçants, aux banquiers. Voilà. Je suis assez d'accord sur l'éducation, l'information. Comme tu le disais, j'allais te dire, c'est ce qu'on fait au quotidien avec Cryptost. Et c'est une étape majeure. Et j'en discutais encore ce matin avec quelqu'un avec qui on avait beaucoup discuté sur ces sujets-là. Et on se disait que, en tout cas, on peut dire que depuis que il y a eu ce précédent bull run avec l'arrivée d'énormément de nouvelles personnes qui ont découvert Bitcoin, qui s'y sont intéressées, il y a eu quand même une véritable prise de conscience comme tu disais, de ce système de paiement actuel qui a des véritables problèmes et ces gens comprennent au moins que Bitcoin peut être une solution. Ils ont en tête que Bitcoin peut être une solution, même s'ils ne l'utilisent pas encore dans l'état aujourd'hui, ils l'ont en tête et les personnes qui sont dans ce système de paiement savent que il y a cette pression en fait derrière eux de Bitcoin qui dit attention, Bitcoin est là, Bitcoin est une solution, il faut qu'on fasse mieux. Et même si au moins il n'est pas adopté, il y a quand même ce schéma-là en tête que je trouve intéressant. Oui, je peux en témoigner. D'ailleurs, même aujourd'hui, on était en call avec l'EPC, qui est l'European Payment Council, avec la BCE aussi. En gros, les industriels classiques des paiements, ils ont compris que Bitcoin est là à apporter le paiement entre guillemets instantané avec 10 minutes, alors qu'eux, ils mettaient 48 heures en moyenne, si ce n'est pas 5 jours, pour les paiements transfrontaliers. Pour des paiements et donc, instantanés. Bitcoin a causé le fait que les banques centrales donnent des solutions de paiement instantané. Effectivement, c'est en 7 secondes ou 15 secondes. C'est très bien. Donc, le Bitcoin, il a poussé ses concurrents, entre guillemets, à s'améliorer. En revanche, ils ont compris que ça ne suffit pas. Bitcoin apporte le request to pay, c'est-à-dire que je peux demander un paiement par un QR code. Ça n'existait pas, ça. Dans l'industrie classique des paiements, il fallait que je t'envoie un devis papier, que tu viennes, que tu me payes par carte ou que tu fasses un virement. Mais ce n'était pas lié. Et il fallait, moi, après, en tant que trésorier, de faire un rapprochement. Ah non, mais là, il m'a payé avec ce virement, mais en fait, il a payé 5 factures. En Bitcoin, il n'y a pas ces problèmes. Je t'affiche un QR code, je fais une demande de paiement pour quelque chose, et tu me payes ce que je t'ai demandé de payer. Et on appelle ça aussi un push payment. Ça veut dire que moi, détenteur de Bitcoin, je t'envoie un montant.
Alors que dans l'écosystème classique, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Ouais. C'est le commerçant qui met sa main dans ta poche pour retirer un montant. Et du coup, tu m'étonnes, on va trouver de la fraude. Et c'est pour ça qu'on dépense beaucoup pour lutter contre la fraude dans l'industrie bancaire. Et donc, ils continuent comme ça. Et actuellement, Instant Payment, ils veulent le rendre en tant que norme obligatoire aux banques, parce que c'était optionnel. Donc, ils n'ont pas encore compris que tout ce qu'ils sont en train de faire, effectivement, ça optimise un existant. Mais c'est encore très très loin de ce que Bitcoin a déjà prouvé que c'est possible de faire. Typiquement, un paiement transfrontalier, c'est-à-dire payer quelqu'un qui se trouve en Australie, au Salvador ou au Nigeria, depuis la France, en moins d'une seconde, parce que c'est en 500 millisecondes quasiment en moyenne sur Bitcoin Lightning, bon, ça peut aller à une seconde, je ne vais pas me fâcher, allez, en une seconde, je peux lui payer un tout petit montant qui est inférieur à 1 euro, comme je peux lui payer un montant qui est de 100 milliards d'euros. Et ça coûtera la même chose sur la blockchain. Alors effectivement, pour un très grand montant, ça va être du Bitcoin Layer 1 pour les connaisseurs. Ça va prendre 10 minutes ou un peu plus. Mais bon, pour un montant quand même de 100 milliards de dollars, à mon avis, ils attendront 10 minutes pour le recevoir, très bien. Et un micro-paiement, même jusqu'à 10 000 euros, un micro-paiement sur Bitcoin Lightning, il peut passer en moins d'une seconde et coûter quasiment rien. Et ça, c'est impossible aujourd'hui dans l'écosystème bancaire. Et on l'a constaté ensemble à Surfing Bitcoin, justement. Ah oui. Et la boucle est bouclée. On a commencé en parlant de ça, on termine en parlant de ça, parce que je vois que l'heure tourne. On aurait pu encore discuter très 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 longtemps de ces sujets. Merci beaucoup pour toutes tes explications. Voilà, on a pu comparer Bitcoin, or ensemble. C'est toujours des sujets extrêmement intéressants. Ouais, on aurait pu rentrer dans plus de détails, comment dirais-je, croustillantes, mais bon, j'espère que c'est une partie remise à une autre fois. Merci beaucoup pour votre accueil.